Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec la merveilleuse Mathilde. Mathilde Constance, on l'appelle parce qu'il y a beaucoup de Mathilde dans notre groupe, donc on dit Mathilde Constance ou Coach Mathilde pour les intimes, qui est la nouvelle recrue de l'équipe, j'allais dire du temple, mais en fait de l'équipe Diva, et qui est notre nouvelle coach dans le programme. Bienvenue Mathilde. Hello, merci beaucoup, très heureuse d'être là. Yes, vous avez déjà croisé Mathilde parce qu'elle et moi on a fait un épisode il y a quelques mois où elle racontait un peu son parcours et Mathilde c'est une de mes anciennes clientes d'il y a, 10 ans qui ensuite est devenue une amie, on a même habité ensemble à un moment et on a eu des chemins très parallèles en lien avec la sexualité et le soin des traumas, quasiment le même appel, juste des chemins différents. Mais finalement, c'est très proche. Même notre façon de travailler, elle est très proche. Et voilà, au moment de recruter une nouvelle coach pour le temple, parce que comme le groupe grossit, j'avais envie qu'il y ait plus de coaching, plus de soutien. J'ai lancé une campagne de recrutement et Mathilde est la coach qu'on a recrutée. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de mieux la connaître avec sa casquette de coach. Et voilà, comme ça, quand vous rejoignez le temple dans quelques semaines, vous savez qui va vous accueillir. Du coup, Mathilde, est-ce que tu veux commencer en nous disant un petit peu plus sur toi, ce que tu fais, où tu vis, ce que t'aimes, peut-être un peu ton rôle dans le temple, enfin, dis comme ça vient. Ouais. Déjà, j'ai envie de dire que ça fait 3 mois que je travaille, entre guillemets. Ouais. Je dis travail, entre guillemets, parce que c'est tellement un plaisir et je suis tellement en train de m'amuser que j'ai du mal à me dire que c'est du travail. Avant de travailler donc avec toi, et puis en parallèle aussi, j'enseigne le tantra à Berlin, essentiellement en personne, un peu en ligne aussi. Surtout pour un public allemand en général, berlinois en particulier, et en anglais. Et un peu en allemand. Comment est ton allemand ? T'es à l'aise ? C'est crème ? Plutôt bon, oui. Ouais, plutôt bon. Cool. Tu me diras après autant d'années. Je me balade pas comme en anglais, mais entre le français et l'allemand, on n'est pas très loin. On est pareil. Je crois que je t'ai jamais posé la question. Qu'est-ce qui fait que t'es allée à Berlin ? Oh, c'est la réponse courte, l'amour. Ouh. La réponse longue, plein d'aventures. Plein d'aventures qui incluent d'avoir appartenu à une secte. Oh my God. Pendant quelques temps. Petit détail. Que tu connais, Livia Ista. Ah, tu estimes que c'est une secte ? Oh, oui, je trouve. Il y a les sectes, il y a secte et secte, mais oui, j'étais très profondément impliquée dans cette organisation qui est assez sectaire, je trouve. Eh ben, écoute, merci de le dire. Je sais pas à quel point t'es à l'aise d'en parler, mais merci de le dire parce que j'ai fait une retraite ISTA et il y a pas longtemps, quelqu'un m'en a parlé et m'a demandé ce que j'en pensais. Et j'ai dit que j'en avais tiré du positif, mais que c'était chelou. Tu vois que effectivement, j'en ai tiré des choses positives, mais il y avait un tas de trucs un peu chelous. Mais moi, j'ai fait qu'une retraite et je sais que toi, t'as fait plusieurs niveaux et tout. Et j'ai été en interaction avec des personnes qui étaient dans ISTA. Et c'est vrai que, ouais, maintenant, avec l'expérience d'enseigner à mes clientes, je vois toutes les choses que j'aurais pas faites
qu'ils ont fait pendant ma retraite. Voilà. Après, je sais pas si tu veux partager plus, mais en tout cas, merci de le dire parce je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se questionnent sur cette organisation parce qu'elle est assez connue. So, ok, interesting. Ouais, je pense que tout ce que je dirais, c'est que ISTA est une école qui est plutôt connue et les études que j'ai faites, c'est plutôt une branche ésotérique d'ISTA, donc c'est pas exactement ISTA. Mais c'est vraiment dans la continuité, ce sont les mêmes enseignants, c'est les mêmes enseignements aussi. Et oui, le côté sectaire veut pas forcément dire que tout est mauvais. Je pense qu'on peut associer secte avec mal, le diable. On te prend ton argent et on te fait pas forcément du bien. Mais oui, il y a des enseignements plutôt dogmatiques, je trouve. Et il faut y aller avec... je connais énormément de personnes qui ont bénéficié d'ISTA, notamment. Et en même temps, je pense qu'il faut y aller avec les reins solides et avec de la grosse clarté sur ce qui te va et ce qui te va pas, quoi. Beaucoup de discernement, yes, carrément. Ouais. J'ai trop de questions, du coup. Pas en lien avec ça directement, mais je vais les poser les deux, comme ça, je vais pas oublier si je les dis à haute voix. La première, c'est, est-ce que tu as commencé par là et du coup, comment ça a évolué tes formations, ta carrière et tout. La deuxième, c'est comment tu mènes tes retraites différemment de ce que tu as pu vivre qui ne te convenait pas. Sachant que bientôt, j'organise une retraite en Guadeloupe, Diva Immersion. Pour l'instant, elle est petite, donc il n'y aura que moi. Mais hopefully, dans le futur, on sera à 2. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as appris qui t'a permis de mener tes retraites différemment parce que c'est quand même une grande partie de ton métier. Tu en organises plusieurs fois par an. Donc voilà, 2 questions. Ton parcours et qu'est-ce que tu ferais différemment spécifiquement sur les retraites. On va voir où ça nous emmène. Ouais, je dirais pas que j'ai énormément appris de cette branche ésotérique d'ISTA que j'applique dans mon métier. Ça m'a beaucoup formée de façon personnelle, mais il n'y a aucun des enseignements et des principes que j'ai intégrés dans mes enseignements. En revanche, j'ai beaucoup appris sur les dynamiques de groupe, sur mon rapport à le développement de ma propre sexualité et les liens avec la spiritualité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai intégrées et qui se transmettent dans la façon dont j'enseigne. Ouais, ok. Et comment tu t'es formée à partir de là ? Donc, tu as commencé par là et du coup, tu t'en es éloignée, c'est ça qui s'est passé ? Ouais. J'ai pas nécessairement commencé par là. J'avais fait beaucoup de méditation avant ça, du yoga, du vipassana et j'ai fait des retraites de tantra en parallèle de cette école qui m'ont beaucoup enseigné. J'ai étudié avec Layla Martin, qui est ton enseignante aussi. Oui, on a fait la même formation, ouais. Voilà, qui m'a permis de... Je pense que cette formation m'a vraiment permis de mettre ensemble toutes les différentes retraites que j'avais faites, tout ce que j'ai appris. Je faisais déjà du coaching avant, mais c'était pas forcément structuré. Et là, c'est quand même une grosse formation de 2 ans assez solide qui montrait clairement les structures en fait du coaching. C'est comme si j'avais accumulé plein de pièces de puzzle. Et voilà, le training, l'éducation avait mis ça ensemble, ce programme. Et après, tu t'es formée à la résolution somatique des traumas aussi, en parallèle. Oui, en parallèle, je me suis formée à la résolution somatique des traumas. Ouais, en parallèle et beaucoup à travers, j'ai commencé à donner des massages tantriques, donc à me former au désarmurement, à la résolution des traumas par le corps, par le toucher. Et en parallèle, j'ai pris des cours sur les traumas, le système nerveux, etc. Et du coup, j'ai l'impression que beaucoup de mon approche au trauma est le résultat de centaines de corps en fait avec lesquels j'ai travaillé, centaines de corps que j'ai touchés et de vraiment voir comment l'énergie peut être débloquée, peut circuler. Ça, c'est un truc qui m'a toujours impressionnée chez toi. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais le fait que tu fasses les massages tantriques, déjà toucher des gens. Moi, je passe mon temps derrière un écran, on va pas se mentir. Derrière un écran et dans mon jardin. Et le fait que tu touches les gens, que tu sois présente avec eux physiquement, c'est vraiment ton truc en fait. C'est même, tu fais tes retraites, tu faisais les massages,
tu vois des gens en physique. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours impressionnée chez toi parce que je me dis que ça doit être assez confrontant. Parce que déjà, quand on rencontre le trauma à distance, il y a quelque chose de très intense. Mais quand on le rencontre et qu'on peut littéralement toucher la personne, ça doit être encore autre chose. Et toi, dans ton corps, tu dois avoir cette capacité à tenir l'espace pour ça, à naviguer ça, à rassurer. Comment tu le vivais quand tu faisais les massages? Comment c'était pour toi? J'aime beaucoup l'intensité. J'aime le fait de pouvoir voir l'énergie. Je sais pas comment le décrire, mais en regardant les mouvements du corps, on apprend progressivement à vraiment voir l'énergie circuler et c'est plus facile pour moi. En fait, il y a des techniques où on se met à vraiment ressentir dans notre corps ce que l'autre peut ressentir. Et du coup, c'est hyper satisfaisant de voir le chemin que prend l'énergie et de trouver les clés ensemble de comment libérer par le toucher et par du coaching, parler pendant la séance. C'est extrêmement satisfaisant. Et c'est intense. Ouais, j'imagine trop parce que c'est déjà satisfaisant qu'on le fait à distance, donc j'imagine même pas quand t'es là dans la pièce et que tu sens le... Tu sais, quand la personne elle est arrivée au bout du fil. Ouais. Parce que nous, notre métier ressemble beaucoup à tirer des fils. C'est souvent comme ça, je le décris. C'est genre t'attrapes un fil et t'es là... je tire mon fil. Et quand t'arrives au bout et que t'as fait clac... Oh, comment c'est trop bien. C'est vraiment ça. Et quand t'arrives au bout et tu sens que dans le corps, il y a un truc, c'est libéré, résolu. C'est tellement satisfaisant. Donc, j'imagine même pas quand tu vois la personne, tu dois sentir l'apaisement. Oh, je kiffe. Super. Et du coup, ça fait le point avec ma deuxième question qui est comment tu décrirais ta façon de tenir des retraites avec tout ce que t'as appris, tout ce que t'as vécu, voilà, tout ce que tu as expérimenté, comment c'est pour toi? C'est quoi tes principes, tes valeurs? Enfin, dis-nous ce que tu as envie. J'ai un gros principe autour du choix. La liberté de choix. Et c'est pas évident. Il suffit pas de dire t'es libre, tu fais ce que tu veux. Ce que tu as envie de faire dans cette retraite, tu le fais. Ce que t'as pas envie de faire, s'il te plaît, ne le fais pas. C'est quelque chose que je dis, mais il y a aussi des façons de l'infuser dans la retraite parce que les dynamiques de groupe sont réelles. Et souvent, on a plein de raisons, on se retrouve à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que tout le groupe le fait, parce qu'on a payé, parce que maintenant il faut le faire. Parce qu'on se dit que c'est comme ça qu'on va obtenir ce qu'on veut aussi. Ouais. Et du coup, de vraiment revenir systématiquement à l'écoute de soi, ça peut être particulièrement challengeant en retraite. Et en même temps, quand on crée cette culture-là dans un groupe, on célèbre vraiment les personnes qui décident de quitter la salle ou de faire les choses différemment. Ça passe aussi par le fait d'offrir d'autres options, plusieurs options dans les exercices proposés pour réguler les niveaux d'intensité. Ouais, ça c'est un gros principe. L'écoute du corps, c'est le boss. Et j'ai l'impression que rien que ça peut changer une vie. Tu vois, parce que quand souvent on n'a pas écouté notre corps, tu vas te dire oui, j'écoute mon corps, sauf dans telle situation où tu vois, tu vas te trouver des critères et des raisons de pas le faire. Et là, l'écoute radicale du corps, je trouve que c'est un énorme apprentissage et que si tu as pu l'incarner même quelques jours, ça peut vraiment avoir un impact sur le reste de ta vie parce que tu te dis, en fait, pendant ces jours-là, je me suis vraiment écoutée. J'ai pas fait ce qui était, entre guillemets, attendu de moi et rien de grave ne s'est passé. Je trouve que c'est un super apprentissage. Ok, j'aime bien. Et ça fait miroir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de l'autre organisation qui était un peu plus dogmatique et qui, du coup, forcément, si c'est dogmatique, t'as moins le choix. T'as moins la flexibilité. Ouais, je pense que sur le papier, il te dirait qu'il donne le choix. Ouais. Mais c'est vraiment une approche particulière que de tenir l'espace en donnant plusieurs options. Choix, avec cette valeur. Ouais. Et pour moi, c'est fondamental. Hein. De toute façon, comment dire, quand tu travailles avec des personnes comme nous qui, en plus de vouloir des orgasmes puissants, ont potentiellement du trauma, retrouver ce choix, c'est l'une des principales portes de soins. Parce que parfois, tu l'as pas eu. Et donc, te redonner cette agency, comme on dit, ce pouvoir sur ton propre corps, rien que ça peut énormément soigner. Parce que tu te dis, en fait, c'est mon corps. C'est moi qui décide. Personne ne peut me dire quoi faire. Absolument. Ouais, j'aime beaucoup ça. Ok, super cool.
Trop bien. Donc ça y est, 3 mois dans le temple. Comment tu le vis? Comment c'est pour toi? Tu kiffes? Alors, je kiffe. C'est très, très différent de la façon dont je travaille en général, vu que c'est tout en ligne. Ouais. Alors qu'en général, je travaille en personne. C'est en français, ce qui est très nouveau pour moi. Et surtout, c'est avec des personnes françaises, francophones. Et donc, culturellement, c'est aussi très, très différent que de travailler avec des Allemandes. C'est différent. Et du coup, j'apprends énormément. Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris depuis le début? Appris, compris, observé? J'ai appris très humblement que l'impact de la culture et de la société est énorme sur la façon de penser d'une personne, les choix d'une personne. Et du coup, je questionne beaucoup la façon dont je pense et à quel point c'est les résultats de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Ce qui peut paraître basique à dire, mais quand je vois des schémas qui sont communs à une culture et communs à l'autre, je vois à quel point on n'est pas des individus en fait. Ça n'existe pas vraiment. Nul homme est une île, ou je sais pas c'est quoi la phrase. Voilà, exactement, c'est ce concept d'île, j'ai mes pensées, mes processus, mes émotions. C'est pas tout à fait vrai. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que tu as observé qui te fait te dire, ok, l'impact de la société est plus grand que ce qu'on pourrait imaginer? Ouais, c'est des thématiques, des problématiques qui sont particulières, que je retrouve dans le temple et que je ne connaissais pas ou peu chez les personnes avec qui je travaille, qui sont plutôt de culture germanique ou de l'Est. Il y a des structures peut-être un peu plus rigides et des problématiques autour de l'expression de soi, le fait de pas du tout ressentir d'émotions, par exemple, et donc de faire beaucoup de travail pour le corps pour pouvoir ressentir, pleurer pour la première fois, ressentir, vraiment beaucoup de répression en fait. D'accord. Et de rigidité dans le corps. J'ai pas l'impression que ce soit une grosse problématique pour les Françaises, les francophones. Après bon, il y a plus de largeur, donc il y a plus de... Évidemment, c'est à nuancer, c'est difficile de parler de façon générale. Oui, on généralise pas, mais c'est juste ton observation, on va dire, empirique. Mais il y a plus de problématiques de honte, de prendre de la place avec les francophones, de vraiment s'exprimer librement sans avoir peur du regard des autres, et beaucoup de questionnements autour du consentement, de je devrais faire ça parce que c'est mon rôle, ou c'est ce que je suis censée faire si je suis en couple, et ouais, c'est très différent dans ce sens-là. C'est hyper intéressant que tu le dises, parce que pour moi c'était évident. Mais en fait, c'est parce que c'est tout ce que je connais, entre guillemets. Bien sûr, je navigue dans des milieux anglophones, mais je coache pas beaucoup d'anglophones. Et clairement, je coache pas de germanophones. Donc, j'avais jamais eu de comparaison. Mais c'est vrai que, effectivement, le regard des autres, la honte, choisir pour soi, indépendamment de ce qu'on va penser de nous, de la société, de notre famille, etc., c'est hyper présent. J'en parle très souvent. Je trouve que la question du regard des autres, c'est celle qui revient le plus, en fait. Et tu dirais que, par exemple, tes clientes germanophones, elles ont pas ce souci. Elles ont le souci de réprimer leurs émotions, mais par contre, le regard des autres, ça les questionne moins. Je pense que, de façon générale, il y a moins de violence en Allemagne par rapport à comment on se présente. Surtout à Berlin. À Berlin, un samedi fin d'après-midi à Berlin, t'as des personnes qui se baladent déjà en string quasiment en été, qui sont prêtes à aller en boîte. Ouais. Et donc il y a un rapport, de façon générale, il y a un rapport à la nudité qui est beaucoup plus neutre, beaucoup moins sexualisé. Et du coup, moins de peur de montrer son corps. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne détestent pas leur corps, parce que nous sommes toutes des femmes, nous avons été éduquées, nous avons appris à détester notre corps. Mais c'est moins sexualisé et c'est beaucoup, beaucoup moins dangereux de montrer son corps. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc ce que je capte, ça fait complètement sens, c'est que on généralise encore une fois, mais c'est intéressant de voir, parce que vous qui nous écoutez, vous pouvez voir si ça résonne ou pas avec vous. Parce que moi, je sais que j'observe que c'est ce que tu dis, c'est réel. C'est le cas parce que c'est des sujets sur lesquels on coach souvent. Mais être moi pleinement, me montrer pleinement, c'est dangereux. En gros, moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'observe, et je transmets l'inverse, du coup, que je peux m'autoriser à être moi. Mais il y a tellement de jugements
de projection sur nous, de il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Il faut, tu dois, d'injonction au final. Et je sais pas si c'est la société française, je sais pas si c'est le monde francophone, parce que moi je suis aux Antilles et je dirais que c'est pareil, voire pire. Ce côté, qu'est-ce que vont dire les gens? Et je me demande, quand je déroule, s'il n'y a pas un côté un peu élitiste. Je sais pas si c'est élitiste le mot, mais tu dois te présenter d'une certaine façon pour être perçu d'une certaine façon. En gros, les bonnes filles font ça, les bonnes personnes font ça, les femmes respectables font ça, tu vois. Et si tu le fais pas, le retour de bâton peut être très violent. Ça peut être aussi simple que on va parler sur toi, on va te juger, te critiquer, et ça peut aller aussi loin que on va me rejeter, on va me faire du mal, on va m'agresser, tu vois. Et c'est hyper violent. Et j'ai une personne dans mon entourage en ce moment qui est en train de naviguer ça, elle est très jeune. On en parlait tout à l'heure, mais on peut faire le pont. Elle réfléchit à son parcours professionnel, donc elle s'est lancée dans une voie qui n'est pas celle qu'elle voulait, mais parce qu'elle a ressenti énormément de pression externe. Et là, elle est au stade où elle se dit, mais en fait, je peux pas, mais par contre, j'ai pas le courage de faire autre chose. Et j'ai dit, en fait, tu sais ce que tu veux. Ce qu'elle veut faire, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait. Et je fais, tu sais ce que tu veux. Garde en tête ce que tu veux. Garde-le devant tes yeux comme ta direction. Et le courage, tu vas le trouver. Mais je sais pas si ce courage-là, tout le monde dans toutes les sociétés doit le chercher. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à le chercher quand j'ai voulu quitter mon boulot ou changer de voie, etc. Il a fallu un courage dingue parce qu'il y avait non seulement qu'est-ce que vont dire les gens, mais il y avait aussi une certaine honte de « Ah, mais je me suis formée pour faire tel métier, pour gagner tel argent, pour avoir cette place dans la société, ce standing, entre guillemets. Maintenant, je me retrouve à gagner moins, avoir aucun statut, etc. Qui suis-je dans ça ?» Et il y a la violence de ça se trouve, je vais finir sous les ponts et je vais mourir de faim. Tu vois, il y a vraiment un arc comme ça qui est réel. Et je pense que c'est bien de le nommer et de réaliser que ce n'est pas normal. C'est pas ok, en fait. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Ça résonne absolument. Je pense que j'aurais pu dire mot pour mot ce que tu as dit par rapport à vraiment l'identité, en fait, la perte d'identité par rapport à combien tu gagnes, le statut et la peur de finir sous les ponts. Je l'ai bien connu et j'ai l'impression que, en tout cas en France, que j'ai fait mon parcours après le bac en France, il y a un peu ce train, cette ligne droite, ces rails de tu fais ton bac, puis tu fais telles études, puis tu as tel métier. Si tu es dans un parcours où tu fais des études, et il n'y a pas beaucoup de place pour expérimenter, pour chercher, pour se tromper, pour juste faire n'importe quoi. C'est tellement important de faire n'importe quoi à un moment donné. C'est clair, c'est clair. De ne pas être sûr de soi, d'essayer des choses, de se planter. Et ça, c'est beaucoup plus dans la culture allemande. Il y a beaucoup moins ce truc de tu fais des études de ça pour faire ça, d'une part. Et puis, il y a moins d'élitisme par rapport à tel type d'études, c'est bien. Tel type d'études, c'est moins bien, c'est moins valorisé. Bien. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup plus de place pour prendre une année, par exemple, après l'équivalent du bac. La plupart prennent une année pour juste vivre. Explorer, vivre. Explorer, voyager. Te connaître. C'est ça. Ouais, carrément, c'est fou. Hein. Et je le vois dans les problématiques qu'on retrouve dans le temple. Il y a beaucoup de frise, de peur du vide pour ces personnes qui ont tellement de courage de regarder leur carrière, regarder la possibilité de changer de vie, mais en même temps, leur environnement ne le soutient pas beaucoup, en fait. C'est ça, c'est clair. C'est vrai parce que c'est le cas, dans le temple, on parle énormément de problématiques professionnelles. Je pense que tu as dû capter. On parle de sexe et de boulot. Ouais. Et parce que les deux sont liés à une certaine émancipation et se dire, je peux être dans mon plaisir et ça va être ok et ça va bien se passer, voire ça va se passer merveilleusement bien. Et c'est fou parce que moi, je dirais pas que j'ai toujours eu ce lien, mais dès que je me suis intéressée à la sexualité, c'était par cette porte-là. Parce que, non, pas que. Il y avait mon chemin perso de la sexualité pour la sexualité, mais avant d'être coach sexo, j'étais coach business et du coup, mes clients de business ont commencé à m'en parler encore plus et j'ai vu le parallèle entre les deux et je me suis dit, mais trop intéressant. Justement, ce parallèle-là, il m'intéressait du début parce que je me suis dit, en fait, toutes les façons dont on se réprime dans notre sexualité, ça se voit trop sur notre rapport à l'argent et à la carrière. Il y a cette espèce de croyance qu'on peut pas se permettre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, je peux pas me permettre de faire ce que je veux. Je peux pas me permettre de dire ce que je veux dire au lit. Je peux pas me permettre de me présenter d'une certaine façon parce que sinon, il y aura des conséquences négatives.
Et c'est fou quand même à quel point, dans le temple, on voit vraiment les deux. Ouais, et c'est, comme tu disais, c'est la thématique de l'émancipation, de prendre de la place, d'écouter ses désirs. Ça peut être terrifiant d'écouter ses désirs. Complètement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça peut te confronter au fait que tu n'as pas ce que tu veux, ou alors il va falloir te battre pour ce que tu veux. Donc notre rapport à notre désir, on le retrouve effectivement au lit comme au travail, comme dans nos relations. Ouais, c'est intéressant parce que le fait que tu mettes la lumière dessus, ça me montre encore une fois l'étendue du déconditionnement en fait. De quand on choisit de vivre une vie où on est vraiment nous, pour ce qui nous fait envie, c'est un éloignement drastique de tout ce qu'on nous a appris. Absolument. À part avoir grandi dans une famille hyper ouverte d'esprit et permissive, mais même si c'est le cas, par exemple, moi j'ai une mère qui m'a toujours dit tu fais ce que tu veux, donc j'ai pas ressenti de pression, mais c'était pas elle, c'était tout plein de petits éléments autour en fait, à l'école, ce que t'entends, ce que tu vois comme étant acceptable, pas acceptable, et en fait même si t'as grandi dans un environnement qui était plutôt ouvert, tu te confrontes à tellement de croyances limitantes en fait autour de toi que dépasser ça, c'est un énorme boulot en soi. Ça me donne envie de toutes et tous nous donner un peu de compassion et de grâce sur ce chemin parce que on est en train de s'éloigner de quelque chose qui nous a construit depuis toujours. En fait. Oui, ouais, c'est un travail de déconstruction immense et qui passe par le corps. On ne peut pas faire autrement parce que on est conditionné dans notre corps. Et donc... Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est conditionné dans notre corps? Comment ça se présente? Je vais donner un exemple. Un exemple que je viens de voir dans une problématique coaching dans le temple. Okay. Une cliente qui partage qu'elle veut faire une pratique simple et tout son corps lui dit non. Okay. Elle a envie. Elle a vraiment envie. Et elle a envie de mettre en place une pratique plaisir. Elle est dans le temple pour ça. Et tout son corps est en frise. Elle n'est pas capable de passer à l'action. Et c'est vraiment là qu'on voit que quand on parle de conditionnement, c'est pas juste des choses qu'on nous a mis dans la tête, mais c'est des centenaires de personnes en général et de femmes en particulier qui ont appris à bloquer certains désirs parce que c'était dangereux. Et donc nous, on porte cet héritage parce que quand on grandit avec nos parents, certes, ils nous éduquent en nous disant des mots, mais surtout, ils nous éduquent en existant. Et notre corps apprend en voyant ses corps bouger et être dans le monde. Et du coup, si on apprend de toutes les femmes autour de nous que de réprimer nos désirs, c'est important pour la survie, on l'apprend automatiquement. En fait, c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que la déconstruction, c'est pas forcément de se dire allez, je mets mon plaisir en premier. C'est une énorme étape déjà de se dire consciemment je vais mettre mon plaisir en premier. Mais ensuite, là où il faut vraiment ancrer cette transformation, c'est de travailler avec tous les outils que l'on apprend dans le temple pour que le corps intègre cette libération. C'est ça. Parce que tu peux avoir la volonté mentale, et on le voit, parce que j'ai plein de gens qui m'écrivent et qui me suivent et qui sont pas dans le temple et qui ont cette volonté mentale. Et qui disent, mais j'essaie, mais ça bloque, mais j'y arrive pas. Et moi, je peux donner un peu de guidance par écrit, tu vois. Mais rien ne remplace une pratique ou un coaching. Parce que tu dois aller regarder dans ton corps. La façon dont je le vois, c'est que c'est ton corps qui est dans la vie. C'est pas ton esprit. Ton esprit est dans ton corps. Enfin, ça dépend sur quoi on croit, mais ton cerveau est dans ton corps, ton âme, elle est quelque part par là, d'accord. Mais ce qui est dans la vie 3D, c'est ton corps. Donc quand tu vas au boulot et que tu t'es assis sur une chaise et que tu fais un boulot que t'aimes pas, c'est ton corps qui le fait. Quand tu fais l'amour et que t'as pas vraiment envie, c'est ton corps qui le fait. Et je pense que des fois on se dit, c'est mon esprit, c'est mon mental, non, c'est ton corps, littéralement, qui fait l'action. Et donc tous ces micro-moments, ces micro-choix, ces un peu automatisme, ça va s'imprimer dans ton corps. Et tu vas pas t'en rendre compte, mais à force de t'asseoir sur la chaise où tu veux pas aller travailler, tu vas commencer à te contracter, tu vas commencer à serrer la mâchoire, tu vas commencer à, serrer le ventre, tu vas commencer à avoir mal au ventre, et ton corps, il va te donner des petits signaux. Pareil, à force de faire l'amour alors que t'as pas envie, tu prends un peu sur toi, tu te contractes un peu, tu commences à avoir mal, tu te dis « Oh, c'est bizarre, pourquoi j'ai mal ?» Parce que t'as pas envie, et que tu vois, et donc c'est, toi et moi, on est alignés sur ça, le body first, quoi, le corps en premier, parce que c'est ton corps qui est là.
C'est ton corps qui est incarné dans cette vie 3D et c'est lui qui fait tout et c'est lui que tu fais tout faire. Et donc toi, dans ton esprit, tu as ton pilotage, tu te dis non, c'est mon esprit. Peut-être que c'est ton esprit, mais en tout cas, c'est ton corps qui fait, qui subit et qui reçoit. Et je pense que cette conscience-là est très importante. Très, très importante. C'est si on peut déjà intégrer ça, que ça passe par le corps en premier, je pense que c'est une bonne étape, en fait, de le réaliser. Et ma question pour toi, Mathilde, c'est pourquoi la sexualité en particulier ? Parce qu'on parle du corps, on pourrait juste faire du yoga, on pourrait nager dans la mer, je sais pas. On pourrait faire un tas de trucs très relaxants et s'écouter dedans. Pourquoi la sexualité en particulier ? Pourquoi aller chercher le plaisir, les orgasmes comme porte pour tout le reste ? Pour moi, la sexualité et le fait d'étudier sa propre sexualité, c'est une excuse en fait. C'est comme une carotte. J'adore. En fait, c'est l'étude d'un microcosme qui est la réflexion du macrocosme, du macrocosme, on peut dire ça en français. Oui, on dit ça en français. Donc, mon rapport à ma sexualité, c'est mon rapport à la vie. Et donc, si je suis pas capable de me demander ce que je veux pour cette prochaine respiration, pour cette prochaine caresse, comment est-ce que je peux savoir ce que je veux dans ma carrière, dans mes relations ? C'est le même muscle, en fait. Et du coup, la sexualité, c'est la gym, en fait. C'est la gym. C'est la gym où je m'exerce ces muscles qui se reflètent ensuite dans le reste. Dans le monde. C'est trop intéressant parce que pour moi, je dis souvent que je suis quelqu'un de très efficace. Oui. Et que de tout ce que j'ai trouvé, c'est le plus efficace. C'est ça. C'est vraiment efficace. C'est genre, tu passes par là, boum, tu règles les trucs là, c'est réglé partout. T'as pas besoin de te prendre la tête. C'est hyper efficace. Et ma question, du coup, ce serait, pourquoi c'est aussi efficace ? Pourquoi on pourrait pas, par exemple, se dire, je vais écouter ce que je mange ? J'en sais rien. Je vais faire attention à chaque bouchée. Et pourquoi on doit aller chercher le plaisir sexuel ? Tu vois la nuance ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi c'est la sexualité, le microcosme, et pas autre chose ? Alors, pour moi, écouter chaque bouchée, ça peut être aussi un plaisir sexuel. Oui, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec les parties génitales en particulier ? Par exemple. Ouais. Je pense que ça peut être très tentant, et on le voit aussi d'ailleurs chez nos clientes dans le temple, de pas aller regarder la sexualité. J'avoue, c'est trop clair. C'est vrai. C'est trop vrai. On peut faire le travail sur les ressources, le trauma, les relations, carrière. Elle kiffe. Ah ouais. Mais la sexualité en particulier et le plaisir en particulier, c'est bien en tout dernier. Je te jure. Et je pense que c'est juste le sujet le plus confrontant avec notre conditionnement. C'est pas nécessairement confrontant, mais surtout pour les personnes qui ont été élevées comme femmes dans la société dans laquelle on vit. C'est là où on va vraiment regarder comment est-ce qu'on réprime notre énergie de vie, en fait. Notre rapport à notre énergie de vie. Notre énergie de vie, c'est notre essence. Donc, nier sa sexualité, c'est se nier soi, en fait. C'est ce parallèle. Et particulièrement, le bassin pelvien, c'est vraiment le centre de notre créativité, c'est le centre de notre feu. Si on refuse d'avoir une relation à notre bassin pelvien, on refuse d'avoir une relation à notre feu. Et donc, ensuite, on va se demander pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de créer la vie que l'on veut, en fait. C'est ça. Complètement. C'est vraiment ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Dans tout ce que tu dis, j'étais en train de me dire, ouais, punchline. Trop vrai. Je l'ai pas dit pour pas te couper, mais je suis là, ouais, c'est trop bien. Oui, notre relation à la sexualité, c'est notre relation à la vie. Et juste, c'est vrai que nos clientes, elles payent un programme pour la sexualité. Elles évitent de ouf. Et je leur dis, j'ai dit, vous croyez que je vous vois pas ? Et c'est là qu'on voit que c'est juteux. Mais oui. Quand il y a tellement de personnes qui évitent, là on voit, there's the juice. Parce que tu as payé, tu es dedans, donc tu sais que tu es venu pour ça. Et malgré ça, tu me fais toutes les pratiques, sauf les pratiques sexo. Et donc c'est vrai que ça veut dire que si tu arrives
Et c'est ok de résister, c'est tout à fait normal. Et on accompagne à ça, justement, c'est pas du tout un souci, au contraire. On est littéralement là pour ça. Mais ça veut dire que si tu fais le chemin de soulever les barrières qui t'empêchent d'y aller et que tu y vas et que tu vas te confronter à ton propre corps, ton propre sexe, ton propre plaisir, et pas juste un plaisir non sexuel facile, parce que goûter une fraise, on peut tous le faire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, aller se caresser d'une certaine façon, se laisser aller d'une certaine façon, s'y ouvrir, là, effectivement, c'est beaucoup plus confrontant et c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a plein de techniques qu'on connaît qui sont accessibles pour se reconditionner. Tu vois, tu peux te faire coacher cognitivement, tu peux changer des croyances, tu peux écrire tes affirmations, tu peux faire tout ça. Mais ça, on sait. Tu vois, ça, on peut faire. C'est facile, on te donne l'exercice, tu prends ton carnet, ça va te chercher un peu, mais ça va pas te chercher autant que d'aller regarder ta vulve et de voir comment tu te sens quand tu la regardes, tu vois. Là, on va dans le deep. Et comme moi, j'aime les trucs efficaces et profonds, sans mauvais jeu de mots, je me suis dit, voilà, ça fonctionne bien. C'est ça. ça fonctionne bien. Et le fait qu'on y résiste autant, c'est le signe qu'il y a un appel à y aller. Ouais. Je trouve. Ouais. Ça, c'est pour le côté culturel, sociétal, déconditionnement. L'autre raison pour laquelle je trouve la sexualité est fascinante, tu parlais de comparaison avec du yoga, avec d'autres choses, c'est que la sexualité, pour moi, c'est l'enseignement numéro 1 de l'écoute du corps, de la collaboration avec le corps. Tu peux faire des années et des années de yoga en pensant que tu écoutes ton corps, mais en fait, tu continues à dire à ton corps quoi faire. Dans quelle position aller, combien de temps être assise en méditation. J'ai fait ça, j'ai fait les 5 heures de méditation sans bouger, en me disant que j'étais tellement connectée à mon corps, que je suis capable. Non, j'étais juste dissociée. T'avais mal au dos, meuf. Je sentais même plus avoir mal dans le dos. Je ne sentais même plus les douleurs. J'étais partie. Tellement dissociée que tu sens pas la douleur. Tu peux te mentir à toi-même à l'infini. Sauf que le corps, quand tu regardes et que tu te touches et que tu te sens, là, ça peut pas mentir en fait. Là, non, ça peut pas mentir. C'est pas négociable. Et la réaction, elle est instantanée, elle est directe. Et ça, j'aime bien aussi, le feedback. Il est direct. Je racontais ça un peu aux filles, je sais plus, on avait un appel de coaching, je sais plus pourquoi je racontais ma vie comme d'habitude. Et je leur disais, en fait, dans ma sexualité à deux, ça se passe plutôt bien, très bien. Mais que les rares fois où ça se passe pas comme je voudrais, je le sens tellement direct, mais c'est ouf. Souvent, c'est parce que je me suis pas écoutée. Par exemple, j'avais envie de faire l'amour, mais j'étais un peu fatiguée. Mais je me suis dit, allez, on y va. Et du coup, je me suis pas préparée autant. Et je me connais, je sais ce qu'il faut pour que je sois prête. Je sais le temps qu'il me faut. Et voilà. Mais cette fois, je me suis dit, tranquille, on y va. Et bien, en fait, ça a été. Mais à la fin, je me suis dit, c'était pas comme d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'au tout début, j'ai pas écouté ce que mon corps avait besoin. Déjà, je sais de ce dont il a besoin, donc on pourrait être un peu en mode automatique par rapport à ça. Mais c'est même pas ça, c'est que je savais qu'il était fatigué, je savais qu'il avait besoin de temps pour démarrer, mais je me suis plutôt dit, comme il est fatigué, je vais aller vite pour pouvoir aller me coucher. Mais c'était pas ça dont il avait besoin. C'était soit je dors, soit si je choisis de faire l'amour, je prends le temps de le préparer. Et je pense que toute personne à vulve a besoin d'un minimum de temps pour se préparer à une pénétration, enfin à du sexe pénétratif, on va dire classique. Et je le savais mentalement, je le savais physiquement, mais j'ai fait le choix de le bypasser. Et ça a été, mais à la fin, je me suis dit, c'est pas comme d'hab. Parce que comme d'hab, c'est genre, je suis là, waouh, la vie, elle est trop belle, mon Dieu, le sexe, c'est trop génial, oh my God. Je suis en train de remercier mon chéri et tout. Et là, à la fin, j'étais là, c'était bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dès le début, je me suis pas exactement écoutée. Pendant, je me suis écoutée, il y a pas de souci. Mais il y avait la petite étape de préparation que j'avais pas écoutée, et je l'ai senti direct à la fin. Et c'est vrai que le corps ne ment pas. Quand tu vas dans la sexualité, je sais pas comment c'est pour les hommes et les porteurs de pénis, mais quand t'as une vulve, ton corps a tellement besoin d'être ouvert et réceptif que le moindre truc qui n'est pas consentant, aligné, cohérent, bam, il va y avoir une contraction, bam, il va se fermer, il va y avoir un petit truc de moins fluide. Et j'aime bien ça, moi aussi. J'aime bien avoir ce ressenti, et je trouve que quand tu travailles dans ta sexualité, ton corps est différent, il bouge différemment. Tu vois, quand je parle, je bouge énormément maintenant. Je tourne tout le temps sur ma chaise, je sais pas si t'as remarqué, je suis tout le temps en train de faire un mouvement. Avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais rigide, je regardais devant moi, parce que j'écoutais pas
j'étais en mode je suis concentrée, donc je te regarde dans les yeux et je bouge pas. Mais maintenant, même dans la vie au quotidien, je suis toujours en mouvement parce que c'est ma façon d'être la plus confortable en fait. Et on se rend pas compte, mais c'est assez important de pouvoir bouger dans le monde et dans ton quotidien d'une façon qui te ressemble et qui est toi. Ouais, et ça m'amène à la troisième raison pour laquelle je m'intéresse à ma... Vas-y, j'adore parce que tu trouves toujours des nouvelles raisons, je kiffe. Donne-nous les raisons, Mathilde. Passer 5 heures. Mais c'est juste la récompense. La récompense de travailler sur sa sexualité. J'avoue. J'ai été dans des états où je me suis dit, mais comment personne n'en parle? Comment est-ce qu'il n'y a pas des livres et des chansons et des films qui sont créés juste sur l'état extatique dont les corps sont capables? C'est clair. Toutes les chansons sur les dramas là où ton mec t'a trompé avec la voisine. Ok, elles sont où les chansons sur l'orgasme? C'est ça. C'est ça, il y a vraiment... Il y en a quelques-unes, mais franchement, il n'y en a pas assez. Hein. C'est ça, et je pense que personne n'en parle parce que pas beaucoup de personnes savent les niveaux d'extase que l'on peut... Accessible. Accéder avec notre corps. C'est clair. Et du coup, on passe beaucoup de temps, et ça aussi, ça a un impact politique, ça a un impact sociétal. On ne consomme pas de la même façon, on ne s'offre pas... à des carrières qui ne nous vont pas de la même façon. C'est vrai. Quand on ne tolère pas les mêmes choses, quand on sait de quoi notre corps est capable en termes de plaisir, sans grand-chose en fait. C'est clair. Du coup, ça va un peu contre une société de consommation compulsive. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. C'est vrai, je kiffe ce pont, parce que c'est très vrai. Et tu as raison, je veux pas comparer, mais comment je me sens maintenant dans ma sexualité versus comment je me sentais il y a 10 ans, mais c'est un truc de malade. Et je me rappelle que quand j'étais ado, je comprenais pas pourquoi les gens s'intéressaient à la sexualité. Je disais, mais il y a quoi de spécial, tu vois? Et donc j'étais hyper curieuse, j'explorais, je lisais, je trouvais tout ce que je tombais, je touchais mon corps et tout, mais là, je vois pas l'intérêt. Et quand j'ai eu mes premiers rapports, j'étais là, ok, c'est sympa, mais c'est, tu vois, 5 sur 10, 6 sur 10, quoi. Enfin, genre, c'est sympa, mais... Pourquoi tout ce fuss? Pourquoi tout ce truc autour? Et c'est vraiment en ayant avancé sur un chemin d'une sexualité plus consciente et en ayant aussi débloqué ces niveaux d'orgasme et qui continuent d'être débloqués. Je pense qu'on est tous et toutes sur le chemin de l'orgasme. Parce qu'à chaque fois, je découvre des nouveaux niveaux. Je me dis, oh, cool! En fait, ne serait-ce que réaliser qu'il y a un chemin, que c'est pas juste... J'ai un orgasme, j'ai pas d'orgasme, genre, ou bien j'ai un petit orgasme ou j'ai pas d'orgasme. Enfin, tu vois, moi, je pensais que c'était juste ça. Mais réaliser qu'en fait, il y a un chemin et que tu peux débloquer des étapes comme dans un jeu vidéo avec des boss. Tu vois. Et donc, tu débloques des étapes et des étapes et des étapes. Et je me dis, mais waouh! Et en fait, c'est infini, cette sensation que tu peux ressentir dans ton corps. Par exemple, là, récemment, un truc... je raconte toute ma life, mais vous connaissez déjà. Un truc que je ressentais pas autant avant, c'est que quand je fais du sexe avec mon chéri et que j'ai un orgasme, avant, j'avais tendance à en avoir un et arrêter. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un conditionnement de c'est bon, c'est assez. Quand je suis seule, c'est pas le cas. Tu vois, quand je suis seule, je me donne plus l'espace. Mais avec lui, j'étais en mode, ok, je l'ai eu et c'est bon. Et là, à un moment, j'ai switché, je me suis dit, juste laisse ton corps faire, tu vois. Et là, il y a plus de vagues orgasmique et ça dure beaucoup plus longtemps et lui je lui demande de rester, tu vois, je fais des demandes que je faisais pas avant, même des demandes verbales mais même inconsciemment avant je stoppais parce que je n'osais pas demander qu'on reste avec moi à cette fréquence et je me dis mais c'est trop intéressant d'avoir décidé de switcher ce petit truc et de voir qu'en fait un orgasme qui pouvait durer je sais pas 10 secondes en fait peut durer plusieurs minutes parce que je laisse la vague, c'est moi qui la bloquais, elle était là, tu vois, et de voir aussi le conditionnement qu'on a seul ou à deux, ça c'est super intéressant. Et je sais plus ce que je racontais, mais juste, oui, effectivement tu disais qu'on réalise le niveau d'extase que notre corps peut atteindre sans grand chose, tu tolères beaucoup moins. Et ça je le dis souvent, mais je pense que quand tu le vis pas encore, c'est dur de le comprendre. Mais même dans mon boulot, je le vois, j'ai beaucoup de mal à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Même des choses qui financièrement sont intéressantes, sont des opportunités, etc. Si j'ai pas un plaisir, peut-être pas orgasmique, mais en tout cas un plaisir fou, une joie à le faire, je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça m'inspire pas, me motive pas, m'appelle pas. Et donc c'est beaucoup plus facile de dire non ou de dire oui, parce que le filtre, il est clair. Si mon corps s'allume pas, si ça me fait pas envie, pourquoi je le ferais? Pareil que pour le sexe. Si c'est
pour un truc médiocre ou pour un orgasme qui ne me nourrit pas, parce que tu peux avoir un orgasme très mécanique et un orgasme qui te nourrit, pourquoi je ferais ça? Et tes décisions deviennent tellement plus claires parce que tu te soumets plus aux mêmes choses. Tu te dis, mais pourquoi? C'est quoi la raison? Si la raison, c'est pas mon plaisir, pourquoi je le ferais? C'est quoi l'intérêt? Et je trouve que ça s'incarne beaucoup avec la sexualité, effectivement. Ouais, il y a deux choses que je trouve intéressantes dans ce que tu dis. C'est ce côté, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On peut pas savoir. Et ça, c'est le chemin de la sexualité qui nous apprend. C'est vraiment un terrain d'exploration de son rapport à son plaisir et de cette permission qui se développe avec le temps de « Waouh, en fait, je peux vivre une vie dans la joie et dans le plaisir. Vraiment. Et ça continue. Et j'allais dire en anglais, it only gets better. Ça ne fait que s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, pour moi... je sais pas, la façon dont je voyais aussi le fait d'être une femme, tu vois, c'est je suis belle et j'ai mon pic de beauté, de séduction et de joie et de plaisir vers, je sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans, et puis après ça va aller de moins en moins et je vais lentement disparaître. Et le conditionnement autour de... le conditionnement autour de l'âge qui prend de l'âge. Et plus j'évolue dans le milieu de la sexualité et le tantra, je vois des femmes qui ont 60, 70 ans, 80 ans, et qui sont de plus en plus épanouies, qui ont un rapport de plus en plus profond à leur plaisir et qui sont en kiff intergalactique. C'est clair. Et ça non plus, personne n'en parle. C'est clair. Et moi aussi, je l'observe parce que ce que tu dis, c'est réel, parce qu'au final, quand tu fais ces couches, tu vois, on disait, le chemin, il est infini. Parce que oui, si tu choisis d'avancer sur le chemin, tu découvres toujours des nouvelles choses. Et je pense que plus tu prends de l'âge aussi, plus tu t'en fous du regard des autres, et plus tu oses aller vers toi-même. Et ton corps, il ressent. Je sais pas si... Ouais, je pense que c'est la société et son filtre qui nous donne l'impression que plus tu vieillis, moins tu ressens. Mais pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Tu es là, ton corps est là, tu le ressens à l'instant T, et plus tu vas libérer ces couches de conditionnement, plus tu vas avoir accès à lui. Et effectivement, moi, je trouve ça fascinant. Enfin, de tout ce que j'ai étudié, c'est vraiment le sujet qui m'a le plus fascinée de toute façon. Parce qu'on en parle là, et on est consciente de peut-être 5%. Parce qu'il y a tellement de... On est au tout début, hein. En vrai, il y a 10 ans, on parlait pas autant de sexualité. C'était tellement tabou qu'il y avait pas tous ces comptes publics, Insta, qu'il y avait pas tous ces articles, toutes ces émissions. Là, on commence à en parler, mais il faut se dire, ça fait même pas 10 ans. Donc on est au tout début. Donc quand cette conscience va commencer à s'élever et qu'on va être de plus en plus nombreux et nombreuses à réaliser qu'une sexualité consciente pour le coup et vraiment centrée sur notre plaisir orgasmique existe et qu'on y ait accès, moi ça c'est la vraie révolution, tu vois, c'est la vraie révolution. Yes. Oh, c'est trop, on pourrait parler des heures, effectivement. J'ai une dernière question pour toi. Mais avant que j'en parle, justement, on a bientôt un webinaire sur comment tes orgasmes t'aident à faire grandir ta carrière, à gagner plus d'argent et à libérer ta créativité. C'est vraiment exactement ce dont on parle aujourd'hui dans ce podcast parce que c'est la porte vers tout ça. Donc, regardez les liens dans les notes. Ça doit être quelque part et ça va être dans quelques semaines. Vraiment, venez participer parce que du coup, j'ai décomposé de façon assez pédagogue comment tout ça fonctionne pour que vous puissiez bien le comprendre pour vous. Et le moment du webinaire de la formation gratuite sera aussi l'ouverture du temple. Du coup, vous pourrez nous rejoindre à ce moment-là. Voilà, donc fin de la parenthèse. Et Mathilde, ma question pour toi, c'était... Ok, donc maintenant que ça fait 3 mois que tu es dans le temple, qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que tu vois sur notre direction ? Je te pose la question un peu en tant que professionnelle et qui est maintenant immergée dedans. Qu'est-ce que tu vois pour le temple ? Qu'est-ce que tu vois pour nous, pour même ta participation ? Comment je vois le temple évoluer ? C'est ça la question ? Oui, par exemple. Ouais. Je vois la possibilité de plus d'expérimentation. Je serais très heureuse d'avoir plus de jeux autour de ces thématiques. On a une grosse section sur le trauma qui est tellement importante. Ensuite, on part sur le soin et le plaisir. Et je vois plus d'expériences qui sont interactives, en fait. Parce que le travail sur sa sexualité, ça commence par un travail individuel, mais c'est aussi un travail collectif. Et du coup... des façons d'être plus en lien, et j'adore que tu crées ça par exemple avec ta retraite en personne, où on peut vraiment aussi se voir les unes les autres, se sentir les unes les autres et se soutenir
et un magnifique système de soutien entre nous sur Slack par écrit, et encore plus d'interaction et de ce sentiment de entre les participantes. Je pense qu'il peut y avoir de vraiment belles choses. Ouais. Super intéressant. Ouais, carrément. Et là, on travaille à recentrer un peu le programme pour qu'il soit encore plus axé plaisir, parce que comme on disait, on observe le petit évitement vers le trauma. Donc on a mis en place des choses pour que le travail sur le plaisir et la sexualité soit plus facile, plus accessible, avec des petits challenges, avec de la préparation en amont, plein de petites choses qu'on vous présentera lors du webinaire. Je vais pas vous faire tout le curriculum là, mais plein de petites choses pour recentrer sur le plaisir, qui est la raison pour laquelle on est là. Parce que la promesse, c'est plus d'orgasmes, même si tu as du trauma. Donc on va aller chercher ces orgasmes, n'est-ce pas? Et j'aime bien ton idée de communauté. Ça, c'est vrai que la communauté est très belle, les divas, elles sont brillantes, elles sont tellement intelligentes, tellement fines, tellement bienveillantes, et plus d'opportunités d'avoir du lien entre elles, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc yes, on va aller vers ça, why not? De toute façon, ça ne fait qu'évoluer. Ouh, du coup Mathilde, j'ai l'impression qu'on a tellement touché à plein de sujets. Si tu devais clôturer par une chose, ce serait quoi? Si tu écoutes ce podcast, j'aimerais que tu te rappelles que quand tu travailles sur ton plaisir, tu ne te rends pas un service qu'à toi-même. Tu rends un service à toutes les femmes et tous les humains. Et tu révolutionnes le monde, et je pèse mes mots, vraiment. Et je le vois tous les jours à quel point ce travail est révolutionnaire. Donc sache que si tu t'engages sur cette voie, même en écoutant ce podcast, c'est politique en fait. Oh yes. Merci ma belle, merci. Oh, ça m'a fait trop plaisir de te parler. Vous qui nous écoutez, Mathilde est ma co-coach dans le programme. Elle coach avec moi, donc elle anime des appels de coaching, elle guide de merveilleuses pratiques, elle vous soutient dans le groupe. Et si vous faites partie des premières personnes inscrites dans le temple après notre formation gratuite, vous avez une séance de coaching privée offerte avec elle. Et sincèrement, il faut en profiter, parce que Mathilde, elle est hyper forte. C'est une excellente coach, elle a énormément d'expérience, elle est super fine. Et pour arriver à ce poste dans le temple, elle a suivi un parcours du combattant de recrutement. Non, je rigole, j'exagère. Un peu quand même. Mais un petit peu quand même. Non, il y avait beaucoup d'étapes parce que je voulais vraiment recruter quelqu'un qui résonne avec nos valeurs et qui coach aux standards qui sont importants pour moi, c'est-à-dire qui met un mélange de douceur et d'efficacité pour qu'on arrive vraiment à libérer et résoudre le trauma pour accéder à plus de plaisir. Elle est très 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 forte et j'espère que vous aurez l'occasion d'être en interaction avec elle, d'être accompagnée par elle, parce que je la trouve vraiment brillante. Et toi, Mathilde, merci tellement d'être là, parce que je me sens soutenue, je me sens accompagnée. C'est une chose que j'ai voulu pendant très, très, très longtemps. Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir une sidekick avec moi. On est en train de changer le monde ensemble, donc je te remercie, merci du fond du cœur. Et j'ai trop hâte de comment ça va évoluer sur les prochains mois, les prochaines années peut-être. Ouais, merci de créer cette magnifique espace qu'est le temple. C'est vraiment une super création et c'est du très beau travail que tu fais. Merci ma belle. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation gratuite, elle va être vraiment, vraiment, vraiment super cool. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Salut! Bye!